Il n'a pas économisé ses efforts, on l'a vu à Kiev, à Moscou, sur tout le front diplomatique de l'Est. Il a assisté cette semaine aux commémorations des 20 ans du génocide rwandais à Kigali. Il était récemment également au Proche-Orient, à Ramallah ou encore à Jérusalem. Le chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Asselborn, est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous, Jean Asselborn. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg. Commençons par la situation en Ukraine, une crise qui semble loin d'être terminée. Les régions de l'Est du pays ont à leur tour des velléités séparatistes. Après la Crimée, on assiste, semble-t-il, à une seconde phase du conflit. Non, ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment tout faire pour que la semaine prochaine, à Genève, ait lieu cette conférence des quatre, c'est-à-dire l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne. Il faut tout faire pour que cela puisse avoir lieu. Je pense que ce serait redonner une chance à la diplomatie, que l'Ukraine et la Russie soient ensemble autour de la même table, que aussi l'Union européenne et les États-Unis aident à coordonner, le statut futur de l'Ukraine. On ne peut pas imposer aux Ukrainiens ce qu'ils doivent faire. Je pense que l'Europe peut témoigner qu'il y a des États en Europe, regardez la Finlande, regardez l'Autriche, qui ne sont pas membres de l'OTAN, mais qui sont des pays sûrs. Il y a des pays dans l'Union européenne qui sont des États centristes, comme par exemple votre pays, et des États fédéraux, comme l'Allemagne. Donc je pense que là, il faut vraiment aider les Ukrainiens à choisir, à faire le bon choix, mais il faut aussi aider les Ukrainiens financièrement, parce que sinon l'État va s'écrouler, et avoir la chance d'impliquer la Russie, que ce soit en matière de finances, que ce soit en matière politique, ce serait quand même la bonne approche, et il faut donner une chance à il faut rien faire pour que cette conférence ne puisse avoir lieu. Alors les États-Unis, Jean Asselborn, accusent la Russie de déstabiliser l'Ukraine. Est-ce votre avis, vous qui avez rencontré les différents acteurs de cette crise, et notamment votre homologue, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe? Je pense qu'on ne peut pas accepter que dans le XXIe siècle, on accapare une partie d'un pays en violant le droit international. C'est un fait. Il faut l'accepter, à mon avis. On ne va pas intervenir militairement du côté de la communauté internationale, donc c'est fait. La Crimée, je pense qu'il faut accepter la situation actuelle. Il ne faut pas reconnaître, cette situation, mais elle est faite. Maintenant, il faut tout faire pour que l'Ukraine ne soit pas déstabilisée, et c'est pour cela qu'il faut maintenir le dialogue avec la Russie, ne pas parler uniquement de sanctions, mais redonner une chance à la diplomatie. En vous entendant, on semble que l'Union européenne semble complètement dépassée. Les sanctions prises contre des personnalités russes semblent inefficaces. L'Europe n'est-elle pas désarmée en quelque sorte? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même des signaux très importants qui ont été donnés à la Russie. Regardez le G8, regardez aussi ce qui se passe sur les marchés. Donc on a à nouveau une certaine peur de la Russie. Et cela, économiquement, n'est pas dans l'avantage de la Russie. Je pense qu'il y a quand même des signaux du président Poutine pour revenir à une situation, je dirais, plus civilisée, pour trouver une issue. L'Ukraine, c'est un pays qui a la religion orthodoxe à l'est, qui a la religion catholique à l'ouest, qui parle plutôt russe à l'est et plutôt tiré vers les sociétés, nos sociétés à l'ouest. Donc il ne faut pas déchirer à nouveau ce pays, il ne faut pas mettre le pays, encore une fois, devant un choix, ou bien la Russie, ou bien l'Union européenne. Donc il faut trouver une solution à ce sujet. Solution fédérale, par exemple, disiez-vous tout à l'heure. Oui. Alors Vladimir Poutine brandit encore aujourd'hui la menace énergétique. Vous disiez tout à l'heure, il faut aider l'Ukraine politiquement, économiquement. Là encore, économiquement, on a, semble-t-il, une Russie toute puissante avec cette manne qui est le gaz. Oui, mais contrairement à ce que vous dites, je pense aussi qu'il y a quand même un signal de Moscou, juste aujourd'hui ou hier, que la Russie comprend un peu qu'on ne peut pas maintenant lever les prix du gaz de manière irresponsable. Ce serait un coup de grâce pour l'Ukraine. Et il y a quand même des signaux du président Poutine de ne pas le faire tout de suite. Donc ça donne une chance, à mon avis, aussi aux négociations à Genève la semaine prochaine. L'Ukraine, on ne va pas se le cacher, monsieur le ministre, elle a toujours plutôt fait partie, entre guillemets, du monde russe, pas forcément du monde européen, même s'il y a ces aspirations que vous décriviez. Est-ce que l'Europe n'a pas été trop loin, en quelque sorte, en cherchant à s'élargir
encore plus loin vers l'Est? Est-ce que d'abord elle en est moyen? Est-ce qu'elle ne touche pas là ses limites avec cette crise? Ce n'est pas un élargissement. Ce qu'on a fait, regardez, dans le Sud, il y avait le processus de Barcelone, c'est-à-dire l'Union pour la Méditerranée, président Sarkozy, si vous vous rappelez. Donc là, il y a la politique du voisinage au Sud. C'est surtout les Polonais qui ont dit qu'il faut aussi chercher à créer une structure pour l'Est. Donc ce sont les 5-6 pays que vous connaissez, l'Ukraine le plus important, jusqu'à la Géorgie, la Moldavie, la Biélorussie, la Moldavie évidemment aussi. Donc ce n'est pas une politique, c'est une politique de voisinage. Et ce qu'on voulait faire, c'est offrir une chance à ces pays d'avoir un lien, surtout économique, plus approfondi avec l'Union européenne. On n'a pas forcé l'Ukraine, mais on a fait, il faut l'avouer, une petite faute, enfin, grave aussi. On croyait qu'on pouvait à un certain moment dire aux Ukrainiens, vous avez à choisir, ou bien la Russie, ou bien l'Union européenne. Ça, c'était, à mon avis, une pression beaucoup trop forte pour un pays qui, à ce moment-là, s'est déchiré, et vous avez vu donc la suite. Alors, vous rentrez également d'une autre capitale, Kigali, pour les commémorations des 20 ans du génocide rwandais, Jean Asselborn. Qu'est-ce que vous avez ressenti lundi lors de ces commémorations officielles et solennelles? Oui, ce que j'ai ressenti, c'est surtout cette angoisse. Et puis, j'étais dans ce stade de 30 000 personnes, la douleur du peuple rwandais. J'ai ressenti aussi ce que la communauté internationale, les fautes de la communauté internationale. Vraiment, Ban Ki-moon l'a rappelé. En fait, la communauté internationale, elle est partie à un moment où elle aurait dû rester. Il a parlé de honte, c'est un sentiment que vous partagez, même si le Luxembourg était moins exposé? Non, je le partage, non, vraiment, parce qu'avec 2000 casques bleus, je crois qu'on aurait pu éviter ce drame. Aujourd'hui, 50% de la population rwandaise a moins de 20 ans. Donc le Rwanda n'avait qu'un passé, maintenant il faut tout faire dans la communauté internationale de donner un futur à ce pays. Et il faut aussi apprendre la leçon de ne pas faire la même faute en République centrafricaine. Donc il faut qu'on ouvre les yeux. Là aussi, il y a 900 000 déportés actuellement. Alors justement, s'agissant de la Centrafrique que vous évoquez, hier, les premiers soldats européens sont arrivés à Bangui. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité donne son feu vert. Vous avez suivi ce dossier puisque le Luxembourg présidait le Conseil de sécurité jusqu'au mois de mars. On a le sentiment que les Européens y vont à reculons. Pourquoi a-t-il fallu attendre un an pour que les Nations Unies envoient des soldats en renfort? Malheureusement, donc, cette décision qui a été prise aujourd'hui, c'est pour 12 000 casques bleus. On va incorporer les soldats africains, surtout, avec quelques défaillances comme le Tchad, par exemple, qui a pris une autre option. Et on va ajouter des soldats qui ne sont pas nécessairement des Africains, peut y être aussi des Asiatiques. Le 15 septembre, c'est le jour où cette mission prendra son départ. J'espère que ce ne sera pas trop tard. On a eu une conférence cette semaine à Bruxelles avec Mme Zamba Panza, la nouvelle présidente de transition centrafricaine. Et je pense quand même que si la communauté internationale veut, avec la France, parce que sans la France, ça aurait été un drame, vraiment. Mais si la communauté internationale le veut, avec cette mission des Nations Unies, il faut tout reconstruire. Cette mission, elle est là pour assurer la sécurité immédiate, mais elle est là aussi pour construire l'état de droit, être peut-être policier et juge en même temps. Donc, et la complexité de la définition de la mission le permet. Autre conflit, monsieur le ministre, qui secoue la planète depuis maintenant pratiquement un siècle. Il s'agit du conflit israélo-palestinien qui tombe peu à peu dans l'oubli, qui est moins médiatisé. Vous y étiez il y a quelques jours. Vous êtes allé à Ramallah. Vous êtes allé également en Israël. L'immense espoir suscité par les accords d'Oslo, signés en 1993, il y a plus de 20 ans, semble bien loin. Je vous vois hocher la tête. Comment on a pu en arriver là? On est vraiment dans un tournant décisif. À mon avis, ce que j'ai entendu à Ramallah, ce que j'ai entendu à Jérusalem, si on ne réussit pas cette fois-ci sur l'initiative de John Kerry, je pense qu'il faut oublier cette phrase « solution à deux États ». Là, il a quitté il a claqué la porte des discussions, John Kerry. Hein. Non, pas encore tout à fait. Il a menacé de le faire. Oui, parce qu'il faut faire Il était au Sénat américain, il a dit qu'il y a une disproportion. C'est-à-dire que, pour être clair, du côté israélien, depuis
le début de l'initiative Kerry, il y a eu 11 000 constructions décidées ou en cours. Des colonies. 11 000, des colonies, sur le territoire palestinien. La libération des prisonniers, les 104, la dernière tranche, la tranche numéro 4, ne s'est pas faite. Donc je pense que les Palestiniens ne peuvent pas accepter de continuer les négociations au-delà du 29 avril si la colonisation, la politique de colonisation continue. Donc les Israéliens, ils créent des faits, tandis que d'un autre côté, personne ne sait ce qui va s'en suivre. Mais vous disiez de toute façon négocier, mais pourquoi? Puisque vous le dites vous-même, une solution à deux États, c'est terminé, c'est plus possible. Pourquoi? Non, je dis, si cette fois-ci on ne réussit pas, c'est fini. J'étais à l'université de Herzliya en Israël. J'étais à l'université Birsait en Palestine. Les jeunes étudiants, ils parlent d'une solution d'un État maintenant, des deux côtés. Mais d'un État qui n'est pas construit sur l'apartheid. Et ce sera tout à fait une nouvelle donne. Et je pense que cette solution à deux États, si elle s'évanouit maintenant, si elle s'évapore maintenant, on doit recommencer à faire tout à fait autre chose. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera. Jean Asselborn, le Luxembourg est avec la Suisse le principal paradis fiscal en Europe. Votre pays a annoncé récemment la levée de ce qu'on appelle le secret bancaire. Où en est-on? Qu'en est-il? On est un paradis, mais on n'est pas un paradis fiscal. Bon, écoutez, monsieur, moi j'ai fait mon droit à Nancy. Et j'ai appris, en France, et j'ai appris que pour faire tourner l'économie, il faut des banques. Vous, dans votre pays, vous avez construction d'automobiles, vous construisez des avions de chasse, vous êtes une puissance nucléaire. Nous, on est une puissance financière. On est une place financière qui est, dans les dernières 5 décennies, s'est développée. Et il faut des banques. Donc, il faut un secret bancaire. Vous allez écoutez, il faut des banques pour faire tourner l'économie. Ce n'est pas péjoratif. Maintenant, depuis qu'au niveau de l'OCDE, on est arrivé à un level playing field, c'est-à-dire à des paramètres qui sont de régulation, de régulation qui doivent être respectés par tous les pays de l'OCDE, c'est beaucoup plus facile pour le Luxembourg de ne pas être en concurrence déloyale. Et on a fait une ouverture que vous connaissez. On a dit, bon, le secret bancaire, en fait, il est tombé. Au niveau de la directive, même au niveau de la directive élargie sur la fiscalité. Donc on a respecté les normes. On a vraiment, c'est un changement profond dans notre conception. Et je pense que là, parler et reparler de paradis fiscal, ça nous fait mal un peu, parce que les faits... C'est bien qu'on allait vous la poser. Oui. La dernière question, Monsieur le Ministre, elle concerne la langue française. 3 langues nationales dans votre pays, le Luxembourg. Le luxembourgeois, qui est un dialecte allemand, si on peut dire, l'allemand et le français. Quel est votre rapport, justement, à la langue de Molière? Bon. Écoutez, le matin, quand on se lève, on parle luxembourgeois. Quand on lit le journal, la plupart d'entre nous qui sont luxembourgeois, on lit l'allemand, parce que les journaux sont en allemand, les plus importants. Et quand on va au travail, c'est surtout sur base du français qu'on travaille. Nos lois sont faites en français. Donc je ne sais pas si Molière était du coup, mais quand même, on est très fiers d'être aussi un pays francophone avec une langue maternelle qui est, comme vous le dites, un dialecte, un Mosel-fränkisches dialecte, un dialecte donc plutôt allemand. Oui, on a compris Moselle d'ailleurs, dans le mot de l'autre côté de la France. C'est ça notre force, parce qu'on comprend les deux mentalités, les Allemands, la mentalité allemande et la mentalité française. Un pont entre la France et l'Allemagne, le Luxembourg. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg. Merci à vous, Jean Asselborn.